Bonjour, merci d'être présent pour cette présentation de React Native et Redux. Donc déjà, je me présente. Je m'appelle Paul-Guillaume Desjardins, je suis développeur full stack JS chez Xebia depuis un peu plus d'1 an. J'ai un passé quand même, un background du moins en Java. J'ai fait 5 ans, même 6 ans de dev de Java. Et je vais donc parler de React Native principalement, et surtout de sa facilité d'intégration de librairies venues du web à l'intérieur de ce nouveau framework. Et je vais donc, pour commencer, en fait, vous parler de mobile. Parce que mobile, c'est vraiment mobile vu par un dev venu du web, principalement, puisque, comme je disais, avec mon background Java, J2E principalement, puis JS. Pardon. Sur la vidéo, c'est mieux. C'est oui, excusez-moi. Voilà, donc je reprends. Du coup, là, je vais vous présenter le mobile vu par un dev front avec un petit schéma récapitulatif. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est écosystème React. Donc, avec vite fait une passe sur React pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite on ira un peu plus sur React Native avec comment démarrer et à quoi ressemble un projet en React Native. Puis ensuite, je passerai sur une présentation donc, de l'appli mobile que j'ai développée et qui intègre donc la librairie Redux, avec laquelle je ferai une petite présentation aussi, pour les gens qui ne connaissent pas. Et ensuite, je vous présenterai pas l'écosystème, mais plus les outils qui sont autour du mobile et qui fonctionnent toujours avec React Native. Donc pour démarrer, le mobile. Donc le mobile vu par un dev front, en fait, je me suis posé au début plusieurs questions, puisque durant mon expérience, j'ai été amené à réaliser des applications mobiles, alors que ce n'était pas ma fonctionnalité première, et j'ai été contraint de... J'ai été du coup amené à me faire des comparatifs. C'est qu'est-ce que j'ai comme outil ou comme technologie pour développer une application mobile. Donc je pouvais... Bien sûr, le truc qu'on voit le premier, c'est faire du natif, une application vraiment faite en Objective-C ou Swift maintenant pour iOS, ou Java ou Kotlin, pareil pour maintenant, en Android. Par contre, venant d'un background web, c'était un peu compliqué. Donc là, en fait, le schéma que j'ai fait, je me suis fait un comparatif où je donne 50 points pour une application vraiment qui a un feeling natif, et 50 points pour la rapidité de développement que je pourrais avoir. Et bien sûr, le but, c'est d'arriver le plus proche des 100 points. Du coup, on peut voir le bleu, qui est le feeling natif. Quand je fais une application native, je vais avoir le maximum de points, chose qui est normale. Par contre, la rapidité de dev se retrouve très réduite. Du coup, là, je perds énormément de points. Donc, c'était pas mal, mais j'allais prendre énormément de temps à faire mon appli, surtout s'il fallait que je la fasse sur 2 plateformes différentes. Ensuite, bien sûr, venant du web, je pouvais me poser la question de faire une appli web. En plus, maintenant, il y a tout ce qu'on appelle Progressive Web Apps, donc ça peut encore amener un surplus par rapport à une application web. Par contre, le feeling natif, je ne retrouve pas ce que j'ai sur une application que j'installe par le store. Là, je suis obligé de passer par une URL, donc très compliqué pour la soumettre aux gens. Donc, pas feeling natif. Par contre, rapidité de dev, étant dev web, je connaissais de la techno déjà par cœur, à mon échelle, et donc j'avais pas besoin d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, voilà. Donc, pour moi, c'est en deçà quand même d'une application native parce qu'on n'a pas du tout le but, on a vraiment quasiment 0 point même, j'aurais pu mettre dans le feeling native, donc c'était pas ça. Ensuite, arriver ce qu'on appelle les applications hybrides, telles que PhoneGap avec Cordova ou Ionic, des choses comme ça. Donc là, c'est en fait, pour faire simple, c'est une application qu'on va installer via le store, donc c'est une application comme du natif. Par contre, derrière, quand on veut le coder, ça reste du web. C'est du JavaScript, du HTML5, avec les frameworks qu'on veut, donc on pourrait mettre Angular, Ember si on souhaite, plein d'autres choses comme ça. Donc, pour la rapidité de dev, on est assez rapide. Par contre,
le feeling natif, ben, pareil, comme on utilise des composants venus du web, on voit bien que ce n'est pas une application native derrière. Donc un feeling natif qui n'est pas forcément ce qu'on se recherche. Et dernièrement, donc, est arrivé React Native, où là, ben, on arrive avec un framework qui derrière en fait, est du natif, comme je vais vous le présenter sur la slide suivante. Et en plus, ben, on peut utiliser les librairies du web, le projet ressemble à un projet web. Donc une rapidité de dev qui ne vaut pas le web, mais qui s'y rapproche quasiment. Personnellement, moi j'ai eu une courbe d'apprentissage qui était vraiment express. C'était plutôt un bon rendu. C'est pour ça que du coup, est-ce que c'est une solution miracle pour les devs web qui veulent faire du mobile? Peut-être. Parce qu'en fait, ce que nous promet React Native, c'est qu'on a, à l'instar des applications hybrides, c'est qu'on n'est pas dans ce qu'on appelle une web view. Comme je vous le disais, l'hybride, c'est du web dans un composant natif, mais derrière, voilà, tout ce qu'on va faire, ça restera du web. Là, on va avoir 3 couches. La couche native, qui est vraiment l'application comme si on la codait en natif. Et après, on a ce qu'on appelle un bridge, qui permet de connecter notre code JavaScript avec les composants natifs. Donc quand on va coder en React Native, on va avoir ce que j'aime bien utiliser le terme, c'est pensée natif. C'est-à-dire on va utiliser des composants comme si c'était des composants natifs. Du coup, on va avoir cette vision, on va pouvoir utiliser en plus les guidelines d'Apple ou de Google en fonction des plateformes, sachant voilà, que React Native est disponible que pour iOS et Android. Étant donné en plus maintenant Windows Phone a été abandonné, mais du coup on peut vraiment retrouver que sur ces 2 plateformes. Il y a d'autres projets pour faire des applications natives sur macOS, mais ce ne sera pas le sujet là-dessus. Et donc voilà, pour en revenir à notre schéma, en fait quand on va avoir vraiment nos composants qui sont natifs. Donc si on peut le voir ici en fait, quand on dit update UI, c'est vraiment le composant natif qui est mis à jour ou qui est affiché. Ce n'est pas comme on pourrait dire du HTML qui est visualisé. Pareil, les événements, c'est des événements qui proviennent du natif et qui sont envoyés après à la couche JavaScript. Du coup, on peut utiliser des composants qui sont plus proches du téléphone, enfin du mobile, et avoir un meilleur rendu et de meilleures performances, surtout comparé à ce qu'on avait avec l'hybride, ou sur des téléphones un peu anciens ou bas de gamme, on se retrouvait avec des pertes de performance qui étaient vraiment horribles. Du coup, c'est bien de voir tout ça, mais React, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, d'où ça vient? Donc je commence par React parce que c'est la source de React Native. C'est donc une librairie qui a été développée par Facebook et open sourcée en 2013 lors d'une conférence. Les principales nouveautés qu'ont apporté en fait cette librairie par rapport aux autres frameworks ou autres librairies qu'il y avait déjà dans le front, c'est ce qu'on appelle le JSX par exemple. Je vous en montrerai un peu après. Pour faire très très simple, c'est du HTML dans du JavaScript. Alors c'est pas exactement ça bien sûr derrière, mais vu que c'est pas le sujet de la présentation, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais vraiment, c'est en fait on va avoir, au lieu d'avoir à l'époque, on faisait souvent un fichier JavaScript, un fichier HTML, un fichier CSS. Mais là, on aura les fichiers HTML et JavaScript ensemble, dans un fichier JavaScript. Après, qu'on va avoir aussi, c'est l'apport du Virtual DOM. Donc le Virtual DOM, c'est quand avant on avait pareil notre fichier HTML, il était après reformé pour faire toute notre application. Et quand on mettait à jour, il fallait manipuler ce DOM, qui était notre arborescence HTML. Maintenant, on a la même chose, mais qui est montée en mémoire à côté. Et on modifie une partie de ce DOM en mémoire. Et après, il est réinjecté automatiquement dans le HTML. Enfin, même reconstruit entièrement. Ce qui a amené d'énormes gains de performance. On a aussi ce qu'on appelle le one-way data binding. Donc si on prend par exemple des frameworks tels que Angular, ou même d'autres anciens frameworks, il y avait quoi? Il y avait Ember 1, il y avait Backbone. On faisait aussi, en fait, on pouvait modifier les données. Soit c'était l'utilisateur en faisant une action sur son IHM qui mettait à jour une donnée, ça descendait dans notre modèle.
ou bien c'était une fonction, par exemple en JavaScript, qui mettait à jour ce modèle, et après ça remontait vers l'utilisateur. Ça, on s'est aperçu qu'on avait des fois des effets de bord quand les deux faisaient des actions en même temps. On pouvait avoir la même version, pour la même donnée, des données différentes, enfin la valeur était différente et on ne savait pas laquelle était la bonne. Maintenant, en fait, c'est uniquement l'utilisateur qui va mettre à jour. Ça va émettre, donc je vous le présenterai après mieux via Redux, mais ça va émettre un certain, on appelle ça une action, et après ça va mettre à jour le modèle. C'est jamais le modèle qui est mis à jour et qui remonte. Et pour terminer, une des grosses nouveautés, c'était ce qu'on appelle l'architecture Beyond HTML. Pour faire simple, le terme c'est server-side rendering. Du coup, ça permet d'avoir une application, enfin une single page application qui normalement, enfin là, du coup, totalement en JS maintenant, et qui peut être exécutée malgré que l'utilisateur ait désactivé son JavaScript dans son browser. Du coup, ça nous permet, c'est quand le JS est désactivé côté browser, c'est le serveur qui exécute tout le JS et il renvoie un fichier HTML avec tout dedans. Les gros acteurs qui utilisent ça, voilà, c'est Netflix et PayPal, parce qu'on peut, en plus de uniquement quand c'est l'utilisateur qui a désactivé le JavaScript, on peut forcer ça. Et on a quand même des gains de performance qui sont assez énormes. Et pour Netflix, avec leurs vidéos, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà pour les nouveautés React. À quoi ça ressemble? Donc je vous disais le JSX, la grosse nouveauté, donc ça ressemble à ça. On a c'est un langage en balise, pareil. Donc ça ne change pas énormément. Par contre, maintenant, vu qu'on a une vision composant, on va pouvoir avoir des balises comme dans du HTML, comme on peut voir la balise section qui est ici. Et ensuite, on a, là, ce n'est pas une balise HTML, c'est un composant qu'on a créé nous-mêmes et qu'on injecte. Donc là, on voit qu'on est dans une classe JavaScript, dans une fonction render. C'est vraiment, on a tout est affiché via du JavaScript. Donc ça, c'était la grosse nouveauté. Ensuite, React Native. Déjà, pour présenter React Native, qui c'est qui en fait? Facebook, bien sûr, puisqu'ils sont à l'origine aussi du framework. React Native, lui, date de mars 2015. Enfin, il a été open sourcé en mars 2015, donc il est assez récent encore. Donc Facebook, avec Facebook Group, qui est une application totalement faite en React Native. Facebook elle-même contient aussi du React Native, mais c'est un mix en fait, de React et React Native, parce que l'un des gros points forts de React Native, c'est qu'on peut mélanger une application native et y injecter du code React Native, et vice-versa, dans une application React Native, on peut injecter du code natif. Donc ça permet d'enrichir nos bibliothèques avec, si on a déjà créé plein de composants en natif, on peut les réutiliser dans React Native. Ensuite, un acteur qui est en train d'énormément monter, c'est Discord, qui est une application de chat à la base pour les gamers, mais on commence à trouver ça même en entreprise. Donc elle, par contre, elle est totalement faite en React Native. Et Airbnb aussi, qui fait beaucoup de React Native, puisqu'actuellement, là, ils ont tweeté il y a, je crois, une semaine ou deux, qui recrutaient une centaine de développeurs React Native, donc s'il y en a qui sont intéressés. Mais ouais, c'est un acteur énorme sur l'écosystème React et React Native. Donc React Native, pour comparer à React, à quoi ça ressemble? Comme on peut voir, c'est presque pareil, sauf que là, il n'y a plus de vision HTML. Avant, on pouvait donc faire nos composants en HTML quand on faisait du React. Maintenant, c'est, comme je disais tout à l'heure, on pense composant, on pense natif. Du coup, on va retrouver des termes comme dans du développement natif, du code natif, donc les views, par exemple. Text input, c'est, comme on peut le deviner, un champ texte auquel on va insérer. Donc, on a ce mélange en fait natif et web, puisqu'on peut voir par contre que vu que c'est composant, on se retrouve comme sur un projet web avec un langage qui est en balise, avec des propriétés pour chaque élément. Donc c'est une facilité pour quelqu'un qui vient du web pour intégrer ce type de langage. En plus, si on vient d'un écosystème déjà en React, alors là, la courbe d'apprentissage est encore plus flagrante. Donc,
maintenant qu'on a vu, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Alors là, ça va dépendre déjà du choix de plateforme à laquelle on souhaite s'adresser. Si on veut faire de l'iOS, comme pour le natif, malheureusement, il faudra une machine Mac. On ne peut pas faire autrement. Par contre, si on veut faire l'Android, là, tout est ouvert. Que ce soit du Linux, du Windows ou du Mac, on peut développer avec n'importe quel environnement. Après, on peut utiliser un IDE. Ce n'est pas obligatoire. On peut tout faire avec sa propre IDE. Par contre, c'est recommandé quand même d'avoir Xcode si on fait de l'iOS. De toute façon, il est obligé. Alors, oui, Xcode, par contre, on est obligé de l'installer derrière parce qu'il a le SDK iOS. Donc, malheureusement, on sera obligé de l'installer, mais il n'est pas obligatoire, par contre, d'utilisation. Android Studio, lui, par contre, n'est pas obligatoire ni d'installation ni d'utilisation derrière. Le SDK Android, par contre, lui, sera requis, bien sûr, mais il ne s'installe pas via Android Studio. Chose obligatoire, c'est Node.js, par contre, parce que NPM s'installe via... React Native, excusez-moi, s'installe via NPM, donc il faudra l'installer via Node.js. Alors, deux façons de faire pour Node.js. Là, pour la présentation, vu que je suis sur une machine Mac, il y a deux façons de faire, qui est via Brew, chose que je ne recommande pas. Par contre, via NVM, qui est un petit utilitaire pour gérer son environnement Node, c'est très pratique, parce que comme ça, si on utilise par exemple une version de Node pour un projet React Native, et que derrière on a un autre projet qui utilise aussi Node.js, mais qui n'utilise pas du tout la même version, on switch très facilement. C'est très facile d'utilisation, les librairies ne sont pas perdues derrière, donc c'est vraiment génial. Watchman, alors Watchman, c'est sur Mac, il est obligatoire pour développer avec React Native. En fait, il va permettre d'améliorer l'expérience développeur derrière. C'est un petit utilitaire qui permet d'écouter tous les changements qui sont sur un fichier. Du coup, j'y reviendrai après quand je vais vous montrer ce qu'amène le React Native quand on développe, quand on fait une application, et via le client, du coup, bien sûr. Et ensuite, voilà, le client derrière, qui lui est obligatoire aussi, qui permet d'initialiser le projet, de lancer le projet si on le souhaite. Là, pareil, c'est pas obligatoire. Et je vais vous montrer dans les slides suivantes. Tout ça est disponible sur la documentation Facebook, sur la page directement le Get Started de la doc React Native. Donc ensuite, voilà, quand on veut commencer, il y a deux commandes à savoir. C'est les deux seules qu'on va utiliser durant la vie du projet. C'est React Native Init avec un nom de projet. Ça permet en fait, via cette commande, ça va packager, télécharger les dépendances, tout pour démarrer un projet en React Native. Il y a vraiment, tout se passe via cette commande au départ. Chose qui est pratique par rapport à ce qu'on vient du web, parce que dans le web, il faut toujours faire soi-même, configurer et tout. Là, il n'y a rien à faire. Via cette commande, ça fait tout. Ensuite, en fonction de ce qu'on veut démarrer, on a React Native et après run-la cible qu'on souhaite. Donc là, moi, je vais faire run iOS pour la présentation, puisque sur Mac, on a le simulateur iOS est quand même de meilleure qualité que ceux d'Android pour l'instant, même s'ils ont fait énormément d'efforts. Et du coup, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble quand on lance ces deux commandes. Vu que la commande prend un peu de temps, j'ai tout préparé après derrière, mais on va l'appeler par exemple démo. Voilà, donc là en fait ce qu'il nous dit, c'est qu'il est en train de télécharger React Native via le NPM, donc qui est le repository pour les modules Node.js. Et donc là, en fait, il va télécharger, préparer tout ce qui est pour après compiler compiler, c'est pas le bon mot, mais transpiler en fait le JavaScript pour qu'il soit compréhensible via le bridge
après les composants natifs. Donc en fait, à quoi ça ressemble? C'est celui-là. Là, je vais passer. On voit, ouais. Voilà, donc une fois qu'on a en fait que la commande s'est terminée, on arrive à ça comme résultat, c'est-à-dire en fait, un projet qui ressemble énormément à des projets web, avec tout récemment, avec les dernières versions, un dossier de test qui nous permet, en fait, on a maintenant des exemples de tests avec une librairie que je vous présenterai après qui s'appelle Jest, et surtout 2 dossiers qui sont Android et iOS. Donc là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous a tout préparé pour que si on souhaite utiliser l'IDE Xcode ou Android Studio, ben on va leur dire mon projet, il est là-dedans, puisque bien sûr, Android Studio et Xcode, eux, ne comprennent pas les projets JavaScript. Et du coup, là, ils nous ont préparé, via ces 2 dossiers, tous les fichiers de configuration pour préparer et packager un projet en Android ou iOS. Et via ces dossiers, donc, on peut lancer le projet via ces 2 IDE. Donc, chose qui est quand même assez pratique. Et ensuite, on a, pour ceux qui font du web, ils doivent reconnaître, on se retrouve avec un package.json, bien sûr, qui contient toutes les librairies qu'on va utiliser sur notre projet, plus, on va dire, la présentation de notre projet. Et ensuite, on a des fichiers de config, Flow qui est en fait c'est une librairie pareil aussi de Facebook qui permet de faire du type shaking, un peu comme TypeScript mais sans que ce soit un nouveau langage. Watchman config qui est le fichier de config donc pour le petit comment s'appelle, le petit utilitaire qui écoute les fichiers. Donc ça, ils sont fournis mais il n'y a pas besoin de les modifier en fait, ils sont tout prêts. L'avantage là, c'est que si on souhaite démarrer un projet, on n'a pas besoin de se plonger dans la configuration. Tout est prêt. Et en fait, les 2 points d'entrée, ils se trouvent ici. On a un index.iOS et un index.android.js, du moins. Et si on les ouvre, en fait, on voit tout est prêt. On a notre première vue, en fait, et en fait un peu de style et l'enregistrement de notre application. Donc ça, je vais vous montrer ensuite quand on le run. Ben là, voilà, ça là, l'avait fini. Hop, c'est ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour démarrer le projet, soit on fait la commande run iOS, soit on peut faire sur Mac par exemple, on peut faire open. Hop. Et après, comme je vous disais, dans le dossier iOS, on a notre projet qui fournit, donc le projet Xcode Proj, qui est la partie configuration d'un projet dans Xcode. Et si on fait ça, ce qu'il y a de bien, ben, boum, il nous ouvre notre projet dans Xcode. Donc là, on peut avoir après, voilà, on peut avoir accès à des librairies pour créer nous-mêmes. Enfin, on a en fait accès au code natif si on veut en rajouter dans notre application React Native. Enfin, du coup, du code vraiment natif là. Ou sinon, on fait du coup React Native Run iOS. Non, il veut pas, oui. Donc, en fait, il y a soit par là, soit, vu que je l'ai là, en fait, je peux directement le lancer ici. Chose qui est quand même plus pratique parce que du coup, via Xcode, on a le choix du simulateur qu'on veut, si on veut utiliser différentes versions après du simulateur, des choses comme ça. Donc c'est quand même vraiment pratique d'avoir accès à Xcode pour faire quand même du React Native. Après, le code, par contre, le code JavaScript, lui, il se fait dans l'IDE que vous souhaitez. Donc ça, c'est aussi un avantage. Donc voilà, une fois qu'on a ça, en fait, on retrouve ce qu'on avait ici, donc le Welcome to React Native et tout. Et il nous dit direct, bah, pour démarrer, éditer le fichier index.iOS. Du coup, là, en fait, si je change ça et que je mets hello, j'enregistre,
Là, il ne se passe rien directement. Par contre, il me dit, presse commande R pour recharger. Du coup, je le presse et hop, on voit notre hello qui apparaît maintenant, qui a remplacé la phrase qu'on avait. Donc l'avantage, voilà, l'un des gros avantages aussi par rapport à du développement natif, c'est qu'on a un rendu immédiat. Parce qu'en natif, il faut souvent rebuilder et tout, donc on peut avoir une phase qui est maintenant plus très très longue. Mais là, on a vraiment une restitution immédiate. Et on peut encore avoir mieux. Puis derrière, il nous dit commande D pour faire apparaître le menu développeur. Et là, on a accès à de nouvelles fonctionnalités qui sont soit le commandaire comme j'ai fait avant, mais ou via l'interface. Mais après, j'ai aussi accès à un debugger JavaScript parce que là, mon application étant devenue native derrière, débugger du code JavaScript facilement, on ne peut pas. Du coup, via ça, si je clique, hop, il m'ouvre le navigateur, il m'ouvre directement une page et il me dit, fais alors, à une main, c'est un peu compliqué. Non, c'était pas ça. Hop. Oula. Voilà, bon là j'avais ça de trop. Voilà, et en fait là, si je vais dans mon onglet source, j'ai accès. Hop. Où est-ce qu'il me l'a mis? Non. Alors là, c'est le code. Voilà, il est là. Voilà, j'ai accès à mon code qui est ici, qu'on peut revoir. Du coup, après, je peux placer, bien sûr, des debuggers comme je souhaite et tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pratique. Mais c'est pas tout. Alors maintenant, on peut retrouver. Voilà. On a aussi accès, tout à l'heure, quand j'ai fait ma modification, il a fallu que je recharge manuellement mon application. Et du coup, il me permet maintenant d'ajouter le live reload. Du coup, là, quand il y aura des changements, il va recharger automatiquement. Mais encore mieux, hop, il me permet en plus de faire du hot reloading. Donc là, bien sûr, il recompile pour recharger en mémoire. Hop. Et là, si je mets, du coup, hop, hello Xebicon, j'enregistre. Le temps de reswitcher, j'ai même pas eu besoin de recharger, il avait déjà fait derrière. Donc on a vraiment, maintenant, dès qu'on va coder dans notre JavaScript, on va avoir directement le changement sur notre simulateur. Et chose quand même qui est, c'est vraiment une expérience développeur qui est très très agréable avec React Native, parce qu'on a l'impression d'être comme dans un navigateur, sauf qu'on fait vraiment là du mobile natif. Du coup ça, voilà, c'était pour vraiment les bases de ce que proposait React Native par défaut. Hop, je vais revenir là-dessus. Mais maintenant, j'aimerais du coup ajouter des librairies. Donc là, par défaut, en fait, React Native, lui, nous produit, c'est du JavaScript, c'est du web, enfin c'est comme du web. Du coup, utilisez les librairies du web. Donc là, moi, pour montrer l'exemple, j'ai choisi Redux, qui est une librairie, une implémentation donc, de Flux, qui était une architecture proposée par Facebook, et qui est maintenant grandement utilisée, puisqu'avec React, quand les gens se posent la question de qu'est-ce qu'il faut utiliser comme implémentation de Flux, les gens disent Redux. Donc là, je vais vous présenter rapidement ce que c'est Redux. Donc, quand on pense composant, avant, il fallait dire, par exemple, j'ai un petit composant qui est juste un champ texte, qui met à jour, où l'utilisateur peut saisir une donnée, qui est son nom par exemple, et au moment où il met son nom et qu'il envoie, qu'il dit, qu'il saisit et qu'il valide, le composant va dire, moi c'est bon, j'ai mis à jour le nom, j'ai mis à jour le nom. Par contre, je sais qu'un composant un peu plus haut, comme on peut voir, je vais le pointer, voilà. En fait, le composant là, il va mettre à jour le nom et il va dire à lui, le nom de l'utilisateur a été changé. Mais lui, du coup, le composant qu'il a mis à jour, lui, il connaissait que lui. Par contre, lui, il sait que lui et lui aussi utilisent le nom. Donc, il faut leur dire que le nom a été mis à jour. Et avec ça, on pouvait, en fait, ça se faisait via un système de souscription et écoute. Et ça pouvait être très vite un peu le fouillis, et on pouvait des fois oublier de souscrire à un champ et on ne savait pas qu'il a été modifié. Maintenant,
avec Redux, en fait, on va avoir le composant qui va dire, moi, je mets à jour le nom. Et en fait, on va avoir derrière ce qu'on appelle un store, avec, je vous montrerai après, un reducer. En fait, le composant va émettre une action en disant, l'action c'est change nom. Change nom utilisateur, par exemple. Ben, en fait, ça va passer dans une moulinette qui va mettre à jour ce store et qui va dire ben, le nom a été changé. Et en fait, le store, tous les autres composants écoutent ce store et du coup, le store sait qui, puisque c'est le seul à qui connaît les données, il va dire à tous les autres qui utilisaient ce nom, ben, ça a été changé. Du coup, là, on n'a pas à faire passer à son petit copain, enfin, les composants n'avaient pas à faire passer au suivant qu'est-ce qui avait été changé. Là, c'est vraiment un seul acteur qui change tout. Du coup, pour faire simple, les trois notions dans Redux, c'est j'ai mon composant qui va dispatcher une action, donc il connaît l'état actuel, il envoie tout ça au réduceur. Le réduceur lui va dire bon, ben, le nom, il est dans telle partie de mon store, c'est ça qui a été changé. Il va renvoyer donc ce nouveau store, enfin, ce qu'on appelle store, state, c'est un peu la même chose. State, en fait, on va dire c'est un sous-ensemble de notre store, parce que s'il fallait que notre réduceur renvoie tout le store en entier, on aurait des pertes de performance. Donc en fait, on construit notre store via plein de petits states. Et donc on modifie ce state et on dit à notre store, ben voilà, il a été modifié. Et en fait, tout le monde après sait que nos données sont à jour. Donc maintenant, comment ça ressemble dans le code du coup. Donc pour ça, en fait, j'ai développé une petite application toute simple où je me suis basé sur un exemple que propose Facebook qui est une application de film. Et en fait, pour faire simple, c'est une application on a une liste de films et on peut aller voir le détail d'un film et dessus on a quelques infos du film. Du coup, ah oui, donc, voilà. Juste, ouais, lui, il tourne toujours. Il est là. Du coup là, pareil, je vais refaire un open. Voilà, donc là, je rouvre mon projet dans Xcode et je le relance. Normalement, ah oui, il est derrière, voilà. Donc voilà, l'application est toute simple, il y a juste un champ texte dans lequel on peut faire la recherche, un scroll infini en fait. Hop là. Du coup là voilà, c'est les derniers films qu'il y a en salle et on peut naviguer pour voir le détail. Donc là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut voir, déjà, le petit composant, en fait, que j'ai utilisé un composant natif qui est la navigation. Du coup, en fait, tout ce qui est navigation, on a vraiment un rendu, puisqu'on suit les guidelines de Apple, qui fait que quand on va rentrer dans un élément enfant, pour revenir en arrière, c'est toujours cette flèche à gauche, avec soit quand c'est possible de mettre le nom de l'écran où on était avant, et quand c'est pas possible, normalement, je sais pas si non, là c'est encore possible, quand il n'y a pas de place, bien sûr vu que je suis sur un gros truc là, il y a toujours de la place. Normalement il y a juste la flèche, c'est juste que il n'y a pas de... Ah. Non, même pas. Bon, bien sûr là je tombe sur toujours des exemples qui sont pas bons. Du coup, voilà, là on a une application, on a en fait un rendu qui est natif. Ça, si on l'avait fait en application hybride, il aurait fallu nous-mêmes mettre la flèche, gérer la navigation d'écran et tout. Là, c'est vraiment pensé natif. Donc après, par contre, du coup, qu'est-ce qui est web dedans? Enfin, qu'est-ce qui provient, on va dire, des librairies du web? Le fait de charger en asynchrone les données, en fait. Dans mon code, j'ai fait que quand je rentre sur la page, je déclenche une action de Redux où je lui dis tu vas aller me chercher les films via un appel HTTP sur une API. Donc l'API que j'ai utilisée derrière, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est TheMovieDB. Du coup, il propose une API en ligne
qui est open source et en plus gratuite. Du coup, c'était plutôt pratique. Et je vais vous montrer. Voilà. Parfait, il a tout gardé. Donc là, le projet est pareil, il n'y a juste pas le dossier test parce que j'ai utilisé une version qui était la 0.35 et depuis la 0.36, on a le dossier test. Du coup, là, moi, ce que j'ai rajouté, c'est un dossier SRC. Vu que je proviens du web, je suis habitué à avoir ce genre de structure, du coup, j'ai mis mon dossier SRC avec tout mon code source à moi. Comme ça, dans le reste, je n'ai pas touché à l'architecture que propose React Native. Comme ça, les gens qui arrivent sur le projet, ils pourraient en fait ne pas avoir de problème pour comprendre. Par contre, j'ai changé mes index iOS. Là, ce que j'ai changé en fait, c'est que je suis allé comme sur une vision du web. Pour ceux qui ont déjà fait du React avec du Redux, en fait, là, ils doivent être assez, ils doivent retrouver beaucoup de choses parce qu'en fait, tout est pareil. Donc, j'ai toujours mes imports comme on peut voir. Et j'ai juste, en fait, quand on fait du Redux, on est obligé de dire à notre application, notre store, c'est ça. Du coup, on a ce qu'on appelle un provider. On lui donne notre store qui provient d'une fonction qu'on écrit toujours nous-mêmes, qui configure en fait ce store, qui nous dit qu'est-ce qu'on veut utiliser comme plugin, des choses comme ça. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mon application qui, en fait, est maintenant qui provient de mon dossier SRC. Donc, c'est vraiment le code que j'ai rajouté. Donc là, après, on se retrouve avec notre fichier store, je vous le montre rapidement, qui est le même que sur un projet web, en fait. Du coup, je vais utiliser, là, c'est que des applis vraiment qui proviennent du web, enfin des librairies, pardon. Par exemple, Redux Saga, qui permet de faire des appels d'action en asynchrone. Un logger, parce que quand je veux débugger, j'aime bien avoir mes logs à l'intérieur. Le remote Redux DevTool, en fait, c'est un petit outil que je peux montrer d'ailleurs. Il est où? Il est là. Et donc c'est un petit, en fait, c'est une extension Chrome. Ah oui, il faut faire. Qui nous permet en fait de savoir qu'est-ce qui se passe dans Redux, etc. Et du coup là, c'est là où on voit toutes les actions qui sont faites. Et comme je vous disais, en fait, quand on arrive sur le composant, je lui ai demandé, recherche-moi tous les films. Et là, en fait, on peut voir l'action qui s'appelle Search Movie Request avec sa réponse qui est Search Movie Success. Du coup, ça, pour ceux qui font vraiment du web et qui utilisent déjà ce genre de librairie, c'est exactement pareil. Hop. Du coup, voilà pour en fait, la configuration. Donc, c'est vraiment, on a l'impression vraiment d'être dans un web. Donc, on a vraiment un rendu pour les développeurs qui proviennent, qui font déjà du JavaScript, qui est assez énorme. Ensuite, je vais vous présenter, donc malheureusement, vu qu'on n'a pas énormément de temps, je vais vous présenter uniquement le point d'entrée de l'application. Du coup, en fait, je divise mon architecture via des containers, ce qu'on appelle containers et composants, enfin components, qui sont en fait les containers, c'est tous ceux qui ont qui sont c'est aussi des composants, mais qui ne sont pas en fait réutilisables souvent. C'est une page. Par contre, les components, eux, ça va être juste un champ texte et du coup, je peux les réutiliser n'importe où dans mon application. Et là, on voit l'écran de recherche qui, hop, en commençant par le haut, qui pareil, est toujours une classe JavaScript, mais qui est un peu plus chargée. Donc là, React Native, en fait, quand ils ont créé ce framework, ils n'ont pas voulu réinventer la roue par rapport à React. Donc ils ont utilisé par exemple le même lifecycle pour nos pages ou nos composants. Du coup, on se retrouve avec toujours nos constructeurs, nos fonctions qui s'appellent par exemple component did mount. Là, il y a aussi component will receive props. Du coup, ça, c'est des méthodes que je n'ai pas inventées, qui sont proposées par Facebook dans leur librairie et où on peut exécuter, en fait, durant toute la durée de vie de chargement du composant, on peut exécuter du code. Par exemple, là, celle qui est intéressante, c'est celle-ci, puisque quand je dis
que mon composant en fait, a bien été chargé, donc ma page de recherche a bien été chargée, ben, je veux que tu lances la recherche des films. Par défaut, je lui dis qu'il n'y a pas de, enfin, qu'il n'y a pas l'utilisateur n'a rien écrit dans son champ, donc je lui envoie un champ vide. Et ça, en fait, hop, je vais aller vite, voilà, là, on se retrouve avec, pareil, comme quand on veut utiliser Redux avec React, on se retrouve avec les mêmes fonctions, la même chose, et on va toujours avoir à connecter notre composant avec Redux. Et on peut voir que notre fonction en fait, Search Movie, elle a été amenée par Redux. Et après, comme je disais, quand on dispatche une action, c'est vraiment ici qu'on va tout faire. Voilà, donc malheureusement, par manque de temps, je ne vais pas pouvoir faire plus de code, mais par contre, je suis disponible, et le code source est disponible, donc vous pourrez le voir. Et je vais juste revenir pour vous présenter la fin. Donc, en dehors de ça, voilà. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est continuous delivery et crash reporting, parce que c'est bien de vouloir faire une application React Native, mais si derrière, on ne peut pas faire comme avec une application native, du déploiement sur le store facile, faire remonter les crashs aussi JavaScript ou natif, ben, c'est un peu embêtant. Et l'avantage, c'est que on se retrouve avec quand même quelque chose qui est bien intégré maintenant, puisque la plupart des éditeurs de solutions pour ça ont fait le choix d'intégrer React Native dans leur panel. Donc, par exemple, pour tout ce qui est bug JavaScript, on peut utiliser Sentry, qui est déjà utilisé pour le web, ou Bugsnap, qui nous permet donc de remonter tous les bugs JavaScript vraiment liés à la couche JavaScript. Crashlytics, qui est donc Bugsnap. Alors Bugsnap, c'est ça, et Sentry, c'est là, pour que vous puissiez les reconnaître. Crashlytics, qui est le petit logo en rouge, eux, c'est vraiment comme il est déjà utilisé pour le remonter de bugs sur les applications natives, et là, fonctionne pareil avec React Native. Le déploiement est possible avec Fastlane, donc toute l'usine de déploiement du code jusqu'au déploiement sur le store est faisable via Fastlane. Et pour les tests, Facebook propose son propre framework qui s'appelle Jest, qui est maintenant intégré, comme on l'a vu tout à l'heure, directement dans le bundle React Native et qui est vraiment bien adapté maintenant. Ils ont fait l'effort de ne pas faire une librairie qui est faite que pour le web, mais aussi pour les composants React Native. Donc c'est vraiment un gros plus. Et donc voilà, pour terminer, je vais conclure sur du coup ce qu'il y a de bien et moins bien peut-être. Oula, pourquoi ça allait si vite? Donc tout ce que j'ai retenu de bien avec React Native, c'est, comme je disais, une vision et un rendu natif directement, de bonnes performances. Parce on trouve sur Internet des gens qui ont fait des comparatifs de la même application faite en React Native et en native, sauf pour les jeux bien sûr. Mais ils ont à peu près quasiment les mêmes performances. Donc ça c'était l'une des choses qui étaient attendues. Toujours une intégration facile avec les librairies du web parce que l'architecture est la même, on les utilise de la même façon, on les installe pareil. C'est du React. Donc pour les gens qui en ont déjà fait, la montée en compétence est vraiment très rapide. On a un gros avantage aussi avec, si on modifie que du code JS, via des solutions telles que AppPush, on peut déployer instantanément sur le store. Donc ça c'est un gros avantage. Et on a, comme je l'ai montré, via le hot reloading, le live reload, des choses comme ça, on a une expérience développeur qui est quand même au rendez-vous, puisqu'on développe, on code, on a directement le rendu sur notre simulateur, on n'a pas besoin d'attendre un temps de build et tout. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, les gros points clés. Ensuite, on a un écosystème qui est très jeune. Donc, quand on se retrouve bloqué et qu'on pose la question sur Internet, on n'a pas forcément les retours qu'on attend. Même si, dernièrement, quand même, il y a énormément de monde qui s'y sont mis, comme on peut voir Airbnb. On les voit énormément dessus et ils ont une communauté, enfin, leurs développeurs étant très actifs sur Stack Overflow, ils répondent souvent très vite. On n'a pas tous les composants natifs encore qui sont disponibles. Ça, c'est un peu là où on attend Facebook dessus, c'est que
Des fois, on pourra faire des choses en natif, on ne peut pas les faire encore en React Native, donc il faut développer son composant natif nous-mêmes. Donc c'est là où c'est un peu dommage. Et le dernier point faible que j'ai trouvé, c'est qu'on n'a pas la même maturité des composants pour iOS comme pour Android. iOS est quand même plus ancien sur cet écosystème et ont des composants qui sont un peu moins buggés. Et surtout, ils proposent un panel qui est plus large que pour Android. Donc ça, c'est un peu dommage pour l'Android parce que on aimerait justement pouvoir, puisqu'Android prend une place de plus en plus grande sur le milieu mobile et on aimerait avoir quand même le même rendu. Mais malgré ça, j'ai quand même, pour l'expérience que j'en retire, j'ai adoré travailler avec React Native. C'est quelque chose que je conseillerais pour les gens qui font du JavaScript ou qui n'ont pas et qui n'ont pas forcément le temps ou le courage d'apprendre un nouveau langage. On peut faire plein de choses et c'est quelque chose que je recommande énormément. Donc si vous souhaitez, moi je pousse vraiment à essayer au moins. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas eu énormément de temps pour présenter le code, mais le code source est disponible donc sur le GitHub. Il y a tous les liens aussi que de références que j'ai utilisées pour faire cette présentation et pour faire toutes mes recherches auparavant. Et voilà, donc si vous avez des questions, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, je suis disponible après avec grand plaisir pour y répondre. Merci beaucoup. S'il y en a qui ont des questions, je peux peut-être commencer en attendant que ça se termine. J'ai une petite question. Au niveau du code React, lorsqu'on veut faire des adaptations à Android et à iOS, en fait, on va refaire des composants différents pour la cible. Alors, ça dépend. Par exemple, un exemple tout simple que j'ai eu, moi, où j'ai été confronté, c'était là, voilà, ici. En fait, quand on était sur le film, qu'on avait la liste, qu'on voulait rentrer dans le composant, en fait, la navigation entre Android et iOS se fait légèrement différente. Donc, quand c'est comme ça, on a accès en fait à savoir sur quelle plateforme on est. Du coup, on n'a pas besoin de créer tout un composant différent juste pour ça. Du coup, on peut dire, si je suis sur iOS, la navigation, tu vas m'envoyer ça comme données. Par contre, si tu es sur Android, déjà, tu vas souvent, le problème d'Android, on a le problème du clavier qui reste affiché. Je lui dis, pour être sûr, tu me l'enlèves. Et en plus, après, tu envoies les autres infos pour que la navigation se passe bien. Donc, on a ça. Après, par exemple, quand on veut faire une tab bar sur iOS, par exemple, on va se retrouver avec un composant qui est en bas. Enfin, les guidelines Apple, c'est une barre de navigation où on a les onglets qui sont en bas. Par contre, Android, lui, pour tout ce qui est navigation, va recommander Google du moins plutôt. Leur guideline, c'est de faire un burger menu avec tout le menu qui apparaît et tout. Là, par contre, oui, on est malheureusement obligé de faire deux fichiers différents. Et en fait, on va faire... alors, je ne l'ai pas sur ce projet... Non. Mais on va faire la même chose qu'on a ici, un index Android et un index iOS dans notre composant. Et automatiquement, il sait que pour iOS, c'est celui-là qu'il faut charger et Android, c'est celui-là. Donc malheureusement, en fait, ça fixe, pour ceux qui n'ont pas forcément cette façon de faire, mais ça fixe le fait d'utiliser un dossier qui est le nom de notre composant et un fichier qui s'appelle index.iOS et .android si on veut faire ça. Mais du coup, voilà, il y a ça. Après, si tu veux vraiment faire une application différente, malheureusement, il faudra faire comme sur Android et iOS, faire deux repos différents et du code différent. Est-ce que le hot reload est inclus dans React Native? Le hot reload, oui. Oui, il est inclus automatiquement dans React Native. Alors, il est désactivé par défaut. Il faut l'activer via la commande, le commander, alors commande ou CTRL-D, et aller dans le menu activer. Mais une fois que tu l'actives, après, il est disponible tout le temps. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de rajouter des plugins ou quoi que ce soit. C'est par défaut, ça y est. Ouais. D'autres questions? Bon, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Hop.